Sais-tu qu'est-ce qui est plate dans une ligue de hockey de garage, Simon? Non, mais j'ai l'impression que tu vas me le dire. C'est être celui qui est obligé de commander ses uniformes en ligne. Mais grâce à V-Nation, tout ça, c'est fini. En plus, regarde, j'ai maintenant mon chandail. Free Pag! Mais avec V-Nation, tout est vraiment facile. Tu peux tout personnaliser, le numéro des joueurs, le nom dans le dos, les logos que tu as besoin. Puis tout ça, c'est super facile parce qu'ils ont un builder personnalisé en ligne. Fait que tu peux tout télécharger ton logo, puis ils vont l'insérer eux-mêmes sur le chandail. Ça, tu sais que c'est moi qui ai choisi les couleurs. Hein? Oui, en plus. Ouais. Ben c'est ça, tu peux faire ça aussi sur leur site. Puis ce qui est super agréable, c'est que le chandail est fabriqué au Québec. Fait que si jamais tu as des questions ou quoi que ce soit sur tout comment ça fonctionne pour produire ton chandail, ben ils sont facilement rejoignables. Donc c'est très simple. Tu peux bâtir ton uniforme personnalisé dès maintenant sur vnation.ca. Ça, c'est v-nation.ca. Saison 1, épisode 16. Simon Snake Boisvert qui veut me provoquer en rouge. Mon petit côté taureau. Ouais. Ça va... on va essayer de... Ben, ça fait changement du vert, du sarcelle, du turquoise. C'est sûr que là, les gens vont être déstabilisés. Ben, c'est ça. Pierre-Alexandre Girard, est-ce que les gens vont être déstabilisés avec ton... Ben non, je vais arrêter, je vais faire attention. Peut-être que tu as un double emploi dans une quincaillerie? En fait, pour la petite histoire, c'est un burger joint. Comment tu traduirais ça? Un burger joint. En Ontario. Je suis allé pour des vacances avec ma conjointe là-bas. Ah, t'es allé une place de hambourgeois. Des hamburgers puis des milkshakes. C'est quoi la traduction de... Ben d'abord, c'est un endroit où c'est un restaurant où ils servent des burgers. Ouais. Et des milkshakes. Un lait battu. Voilà. N'oublie pas que tu as toujours Victor Hugo derrière toi. Faut que tu fasses attention. Au fiante. Mathias et le serpent est une présentation de Mise au jeu plus qui vous rappelle de jouer responsablement. Et aussi une présentation de Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey, fiers de s'associer à l'émission Mathias et le serpent. Avec 29 magasins, ils sont les spécialistes hockey au Québec parce que quand c'est hockey, c'est ici. Aussi vous rappeler qu'il y a un concours avec Mathias et le serpent et en fait tout KO Sport jusqu'au 18 janvier. Simplement vous inscrire sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, soit de Mathias et le serpent ou de KO Sport. Vous pourriez faire jusqu'à 15 chandails personnalisés, comme vous voyez ici ou derrière Mathias et Simon. Vous avez jusqu'au 18 janvier pour participer, c'est très simple. Vous avez juste à identifier un de vos coéquipiers dans la parution. Bon, Simon, encore une fois, comme un écolier, je t'ai donné des devoirs. Qu'est-ce qu'il y a? Non, j'écoute. Puis Pag, tu vois, il y a 4 équipes dans l'Atlantique depuis des années qu'on dit. Ces 4-là sont en reconstruction. Ils s'en viennent. À un moment donné, ça va les Panthers, les Bruins, le Lightning, ça va descendre un peu. Ils s'en viennent. Canadiens, Sénateurs, Sabres, Red Wings. On en est où? Là, on regarde justement. C'est intéressant parce qu'au classement, tu as Détroit et Montréal qui sont dans le top 3. Tu as Buffalo qui émerge. Tu as Ottawa qui patauge. Alors, j'ai demandé à Simon de faire le point sur ces 4 reconstructions-là et si on peut dresser des constats, est-ce qu'il y en a qui vont avoir un succès durable, comme on dit, parce qu'on a patienté longtemps? J'ai comme l'impression que le Canadien, c'est l'équipe qui a pris le moins de temps puis qui va avoir les succès les plus durables. Mais bon, je te laisse aller. Oui. Ben, vois-tu, ça, c'est un genre d'exercice peut-être qu'on a déjà fait. Ben, mais pas comme ça. Mais ce qui arrive, c'est que les fameuses reconstructions dont on parle, c'est que ça évolue. Ben. Fait que, tu sais, t'as beau faire un bilan d'une reconstruction, mettons, en janvier 2025, t'arrives en janvier 2026, puis il y a des choses qui se sont passées. Il y a eu des joueurs qui ont déçu, il y a eu des joueurs qui ont surpris, il y a eu des équipes qui ont déçu, d'autres qui stagnent, d'autres qui progressent. Ben écoute, c'est pas compliqué, là. Détroit et Buffalo étaient dans les bas-fonds l'an dernier. Voilà. Puis Détroit est rendu dans les 3 premiers. Puis Ottawa était dans les séries puis sont rendus en bas. Fait que Exactement. c'est sûr que c'est un éternel recommencement. C'est toujours bon de faire des mises à jour sur ce qui se passe. On peut commencer par les Red Wings. Les Red Wings qu'on a vus au Centre Bell la fin de semaine dernière, qui ont battu le Canadien 3-0. Regarde, les Red Wings, moi, ce que j'ai toujours critiqué de leur reconstruction, c'était pas nécessairement les jeunes joueurs qu'ils ont choisis, parce que je trouve que, bon, à part une couple d'exceptions, ils ont quand même repêché des bons jeunes.
J'ai moins aimé, mettons, les sélections de Nate Danielson au 9e rang. Je trouvais que c'était un petit peu haut pour un joueur comme ça. Mais j'ai bien aimé Sider, Axel Sandin-Pellikka. Edvinsson, je ne l'avais pas classé aussi haut, mais je dois avouer que c'est un joueur qui vaut son pesant d'or. Ouais. Donc, on a un bon jeune Big Three à Détroit, et ça, c'est la clé. C'est la base de la construction d'une équipe Ah, tu championne. es déjà prêt à mettre Sandin-Pellikka dans ton Big Tree, là? Oui. OK. Oui, parce que je trouve que, écoute, pour un joueur de 20 ans, c'est pas toujours Jojo défensivement, mais on peut dire qu'en général, pour une recrue, un défenseur recrue, il se débrouille bien. Ouais. Bon. Il y en a à Montréal qui auraient aimé ça avoir ce traitement-là l'an dernier, mais bon, passons. Oui, mais je te dis pas que c'est une vedette non plus. Puis je pense pas qu'il y a personne à Détroit qui dise que Big Pellikka Three. est une vedette. OK. Tu sais? Bon. Puis quand j'emploie Big Three, là, je ne l'emploie pas avec des lettres majuscules. Je veux simplement dire que... Minuscule ou majuscule, Non, là? je veux simplement dire que c'est un groupe de jeunes défenseurs intéressants OK. qui sont quand même relativement complémentaires. Je te taquine. Bon. Là, du côté de Détroit, ce que j'aime moins à l'attaque, c'est que, bon, DeBrincat et Larkin sont dans la fleur de l'âge. Ils n'ont pas atteint la trentaine encore. Ce n'est plus des jeunes joueurs non plus. Ça, c'est correct. Lucas Raymond, qui est peut-être leur seul grand talent à l'attaque parmi les jeunes. Parce que moi, ce que je veux savoir, c'est-tu Est-ce que c'est durable? grosse année C'est ça. où ils vont faire comme les Devils C'est ça. du New Tu sais, Jersey? le reste, puis- là, ils ont Patrick Kane, ils ont Andrew Cup. Bon, il y a Emmett Finney là, qui avait commencé la saison en Lyon. Hamafini. Lui, il Oui. avait commencé en Lyon avec son Bon, Hamafini. il se débrouille bien. Parce que, tu sais, je t'ai demandé cet exercice-là, Simon, Oui. dans une perspective aussi canadienne-Montréal, de se dire, les prochains 5-10 ans, ils Ben, vont c'est là que ressembler je à m'en ça. vais. Oui. C'est là que je m'en vais. Étant donné que les DeBrincat, Larkin, Patrick Kane, Andrew Cup, là, on parle des meilleurs producteurs de points à l'attaque, là, Imagine. sont quand même pas des jeunes de 21, 22, 23 ans et qui restent juste Lucas Raymond et que dans ce qui s'en vient, tu sais, Nate Danielson, pour moi, ça ne sera pas un grand producteur de points. Les joueurs qu'ils ont repêchés en général à l'attaque, oui, il y a des joueurs décents qui peuvent jouer en milieu d'alignement, mais il n'y a pas vraiment grand-chose d'autre qui s'en vient. Tu sais, Brandsgaard Nygren, qui joue dans la Ligue américaine, correct, il joue déjà dans la Ligue américaine, il se débrouille bien, mais je vois beaucoup plus un joueur de milieu d'alignement. Donc, dans les buts, tu sais, on a John Gibson puis Cam Talbot, mais eux autres, quand même, Il y a ils que s'en ça, viennent. ouais. Il y a que ça qui s'en vient et il y a Trey Augustine également. Ouais. Donc, dans les buts, je pense, du côté relève, ils sont bien nantis. Un joueur, moi, qui m'a déçu offensivement, un jeune joueur à Détroit, encore là, je ne le voyais pas comme une vedette, mais je le voyais comme un solide top 6, c'était Marco Casper. Marco Casper, seulement 6 points cette année en 45 matchs. Tu sais, il n'est pas très visible. Moi, je suis déçu. Ça a été, dans les dernières années des repêchages, un des joueurs, probablement, qui a date, moi, le plus déçu. On va dire, il a juste 21 ans. Oui, il a juste 21 ans. Mais tu sais, ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. Quand je parle de Slavkovski à 21 ans, je dois dire la même chose de Casper. C'est un attaquant. Les attaquants, habituellement, doivent se développer. S'il veut devenir des joueurs étoiles, doivent se développer assez rapidement. Il y a des exceptions. Mais bon, je ne suis pas prêt à lancer la serviette, sauf que c'est mal parti. Alors, pour moi, Détroit, d'après moi, c'est une équipe qui est appelé à faire les séries dans les prochaines années, mais je ne vois pas nécessairement l'équipe aller très loin. Si jamais ils se rendent, mettons, en carré d'as une fois, bien, d'après moi, ça sera la seule et unique fois. Je ne vois pas de Coupe Stanley dans ma boule de cristal. En ce moment, tu sais, avec le dernier match, j'ai l'impression que c'est une équipe dont l'entraîneur maximise chaque... Parce qu'ils ont bien joué. Oui. Il n'y avait pas d'occasion d'aller dans l'enclave. Tu sais, ils ont bien fermé le milieu de la... C'est un match de série, Mathias. Oui, mais je ne vois pas une équipe qui va inquiéter le Canadien dans la prochaine décennie. Là, pour Non, dire il inquiéter. pourrait les inquiéter cette année, par exemple. Oui. C'est ça. OK. Puis juste pour savoir, Marco Casper, ça peut-tu être la gang de la deuxième année ou c'est vraiment fini dans ce Ça, la gang de la deuxième année, on en a déjà parlé. Souvent, une gang de deuxième année, c'est quand un gars part très fort, puis après ça, en deuxième année, les autres équipes s'ajustent, etc. Marco Casper, il n'est pas nécessairement parti très fort l'an passé. Il était meilleur l'an passé que cette année, mais il n'est pas nécessairement parti très fort. Donc, pour moi, garde, je vais attendre encore un an là, avant de porter un jugement, mais pour le moment, il me déçoit. Tu voulais y aller avec Buffalo, avec, Oui. avec Ottawa? Regarde, on va y aller avec les Sabres de Buffalo. Les Sabres de Buffalo qui ont gagné 13 de leurs 14 derniers matchs au moment où on enregistre. Dont j'ai parlé ce matin dans la presse aussi. Oui.
les Sabres de Buffalo, c'est quand même étrange. Hein? Ils gagnent 3 parties de suite à un moment donné. Au début de cette séquence-là, ils congédient le directeur gérant. Jarmo Kekalainen embarque. On garde le coach, Lindy Ruff. Ah oui. Et là, il en gagne, 10 de suite? 13 en 14. 13 en 14. OK. Là, c'est sûrement pas l'effet Kekalainen. Non. Sûrement pas. Puis sûrement pas l'effet Marc Bergevin non plus. Pour ceux qui ne savent pas, Bergevin a été embauché comme directeur général associé à Buffalo. Je l'aurais mentionné, j'ai complètement oublié. Oui. C'est vrai. C'est pas une embauche qui a été vraiment mais quand hautement même. médiatisée, Ouais. mais il est quand même directeur gérant associé. Ouais. Fait que là, est-ce qu'on se dit, est-ce que c'est une bonne séquence comme ça peut arriver à une équipe? Est-ce que c'est le début de quelque chose? Est-ce que Kekalainen et Bergevin vont amener cette équipe-là à un autre niveau? Parce qu'il y a quand même du talent dans cette Il y équipe-là. a surtout du talent, je trouve, à défense. Oui. Parce que c'est quand même fragile à l'attaque. là. À l'attaque, oui. Puis Mais à la surtout défense, avec tu Josh sais, Norris, là. ils ont Rasmus Dahlin. Tu sais, Rasmus Dahlin, il a quand même eu une grosse épreuve là, dans sa Ouais, famille, avec sa blonde. avec qui est sa malade, blonde ouais. qui est malade. Alors, il y avait beaucoup de voyages, aller-retour. ouais. Donc, ça, c'est sûr que ça n'aide pas. Rasmus Dahlin, ça ne deviendra pas le Connor McDavid de la défense, comme certains voyaient en 2018, mais c'est quand même un solide défenseur qui peut mener une équipe loin. Byram, ça, c'est étonnant, là. Lui, là, il a... Byram, il a été repêché 4e par Non, mais ça Colorado. allait moyen. Oui, Là, mais cette c'est qu'il a année, été ça blessé. décolle, Il a été là. Ouais, blessé. ouais. C'est que lui, Byram, tu te croises toujours les doigts à savoir s'il va être blessé. Mais l'échange Middlestat contre Byram, ça, c'est un coup de maître. C'est le seul coup de Tu sais, maître de notre ami Kevin Adams. Je comprends que Colorado avait peut-être, entre guillemets, un surplus de défenseurs, voulait un centre. Mais à un moment donné, quand tu fais ces échanges-là, il faut que tu fasses attention non plus de ne pas trop donner. Même, tu sais, tu combles un besoin, oui, mais il ne faut pas que l'écart entre le joueur que tu as obtenu et le joueur que tu as donné soit si grand que ça. C'est pour ça qu'à un moment donné aussi, il faut que tu fasses attention quand les jeunes sont souvent blessés, de te dire « Ah, il va tout le temps être blessé. » Probablement, c'est pour ça qu'ils l'ont échangé, on dit « Il est tout le temps blessé. » Probablement. C'est Puis quoi moi-même, je retiens encore mon souffle avec Bowen Byron. Ouais, c'est quoi un bon Byram de performance pour lui? OK. Il commence fort. Alors là, il y a également, moi, un défenseur que je n'aille pas dans cette gang-là, c'est Mathias Samuelsson. Oui, qui est Samuelsson. meilleur que... Ouais, ça, c'est tous des gars qui ont été dans les rumeurs d'échange il n'y a pas longtemps. Hein? Oui, ça, Mathias Samuelsson, c'est le complément parfait à des défenseurs offensifs, dans le sens que c'est un costaud, c'est un gars qui est bon défensivement, mais en même temps qui contribue un peu à l'attaque. Oui. Puis, il y a Owen Power. Bon, Owen Owen Power, qui est rendu Ouais. tu le nommes en 4e, puis c'est un premier jour. je le nomme en 4e parce que pour moi, Ben oui. je vois beaucoup de déficiences dans son jeu. Moi, je trouve qu'il y a de la misère avec ses pivots. Je ne sais pas, c'est pas le joueur annoncé. Ouais. Moi, ça me surprend. Regarde, moi, je ne suis pas surpris qu'il ne soit pas devenu le meilleur joueur de ce repêchage-là. Il avait été repêché premier, pour moi, jamais il était là. Moi, je pense que je l'avais 6e dans mon classement, ou 7e. Mais je ne pensais pas qu'il serait aussi effacé que ça. OK. Quand même. Ouais. Alors, eux autres, ils ont une bonne base à la défense. Connor Timmins, qui n'est pas mauvais non plus, mais Connor Timmins, lui aussi, qui est souvent blessé. Ouais. À l'attaque. À l'attaque, oui, il y a Tage Thompson, qui a déjà eu une très, très grosse Il y a saison. eu une grosse saison. Oui, il y a Alex Stock, qui est l'ailier de puissance typique que beaucoup d'équipes recherchent. Mais là, on parle de gars quand même de 27-29 ans, qui en ont peut-être encore pour quelques années. Et Stock, je crois, est Joueur agent libre à la autonome fin de sans l'année. compensation fin de C'est l'année. Il ça. va avoir 30 ans, si je ne m'abuse, prochainement. Oui. Et on va probablement lui donner 10 millions par année, puis ça va Voilà. être un mauvais contrat. Il va demander 10 millions. Je ne sais pas si Buffalo va lui donner, mais s'il ne lui donne pas, étant donné qu'ils sont dans la course aux séries, ils ne l'échangeront probablement pas. Et à ce moment, ils peuvent se retrouver avec rien. Mais des fois, c'est mieux d'avoir rien que de donner 10 millions à un joueur qui pourrait, et je dis seulement pourrait, de par son profil, être sur le déclin plus rapidement que d'autres joueurs. Mais ça, on le sait Ce pas. qui va être intéressant, c'est de voir si Kekalainen a appris de ses années à Columbus. Rappelle-toi, avec Bobrovski, Panarin, Oui. va chercher Matt Duchesne, n'a pas échangé aucun de ces gars-là, s'est retrouvé les mains vides. Je pense pas qu'il va vouloir répéter ça. Ça, c'est possible. Ouais. Surtout que la route vers les séries pour Buffalo est quand même assez longue parce qu'ils ont eu leur séquence. Puis même là, ils ne sont pas encore rendus là. Mais tu sais, pour une équipe qui a procédé à une deuxième reconstruction Ou une troisième. ou une troisième, je trouve que c'est quand même pas si fort que ça à l'attaque, là. Non, c'est ça qui arrive. Bon, ils sont allés chercher Josh Stone. Hein. Ils ont fait un échange l'été dernier.
qui était un échange vraiment typique de on a beaucoup de joueurs semblables à l'attaque, on en échange un pour aller se grossir. Alors, on a échangé Peterka à Utah en retour de Josh Stone et le défenseur Kesserling, dont je n'ai pas parlé tout à l'heure. Pour la raison pour laquelle je n'en ai pas parlé, c'est parce qu'il est blessé. Mais ça demeure quand même... c'est un bon numéro 4 ou 5, je crois, Kesserling. Donc, c'est pas un mauvais échange qu'ils ont fait, même si j'aime beaucoup Peterka. Sauf que, là, ça affaiblit ton attaque. Ryan McLeod, bon échange avec Edmonton. On échange un espoir dont on en avait beaucoup de doublons. On va chercher Ryan McLeod. Mais sauf que, comment dirais-je, il manque une coupe de joueurs. Il manque une coupe de grosses bougies d'allumage à l'attaque, je te dirais. Puis ils s'en viennent pas. Donc, la question qui tue, après Détroit, qui n'est pas une menace dans la prochaine décennie, est-ce que Buffalo est une menace dans la prochaine décennie? En raison de leur brigade défensive, puis du fait qu'ils ont quand même plus de jeunes attaquants, si on peut dire de qualité que Détroit, moi, dans les prochaines années, c'est-à-dire peut-être pas à court terme, mais mettons, si on parle dans 5-6 ans, ou même 4-5 ans, ça va-tu être Tampa, Panthers, non. Boston? Non. Bon. Mais je vois Buffalo peut-être avant Détroit. Mais c'est ça qu'on veut savoir. Mais je ne vois pas une puissance. Bon. Sans oublier Jiri Kulik, qui est blessé aussi. Ouais. Oui, il y a Jiri Kulik qui est blessé. C'est un bon joueur. Mais tu sais, c'est comme à un moment donné, c'est le fun. Tu peux avoir un bon top 6 ou un bon top 9. Mais il faut que tu te retrouves avec des super joueurs d'impact. Oui, Tage Thompson, c'est un joueur d'impact. Alex Stock, c'est un joueur d'impact. Mais là, il y a quand même les situations de contrat de ces gars-là. Et l'âge qui fait en sorte que nous, dans un podcast comme le nôtre, on parle de reconstruction. Alors, quand on parle 4, 5, 6 ans en avant, ben, les joueurs de 27, 28, 29 ans, ça nous fait un petit peu, pas frissonner, mais ça nous rend un petit peu plus... un petit peu plus prudent. Un peu plus prudent. On est rendu à Ottawa? Oui, on est rendu à Ottawa. Bon, Ottawa, honnêtement, je suis déçu. Je suis déçu. C'est très Pourquoi décevant. je suis déçu? Parce que j'aime les reconstructions, puis je trouve qu'à la base, Ottawa, quand ils avaient vidé le club, j'ai bien aimé ce qu'ils avaient fait. T'aimes ça quand ils vident le club? Ah, moi, j'aime ça quand ils vident le club. J'adore ça. Puis là, à un moment donné, alors là, ils accumulent les Drake Batterson, les Tim Stutzla, Brady Tkachuk, Jake Sanderson, puis Shane Pinto. Puis là, je me dis, ils avaient déjà Thomas Chabot. Là, je me dis, OK, c'est solide. Ottawa, là, ça s'en vient. Et là, on décide d'échanger le 7e choix au total en 2022, je crois, pour aller chercher Alex DeBrincat. Ouais, on a eu un an d'Alex DeBrincat. Exact. Un an. Ouais. Ça donne un coup. Bon. Ensuite, on décide d'échanger également un autre premier choix pour aller chercher Jacob Chychrun. C'est que ces deux gars qui n'ont fait que passer. C'est ça. C'était pas une mauvaise idée. Chychrun, il n'est pas vieux. C'était bien. Mais il n'a fait que passer. Et ensuite, je crois qu'on a récupéré seulement un choix de deuxième ou quelque chose comme ça de Washington. Fin de première. Non, pas fin de première. Non, même mais pas. pour DeBrincat, c'est ça. Première. Ouais, fin de première. Fait que, tu sais, et là, après ça, on n'a pas... On a repêché... la gaffe du repêchage, ça a été avec le 10e choix. La première gaffe. La première gaffe, ça a été au repêchage. Tyler Boucher, 10e, alors que c'est un gars, normalement, qui aurait dû sortir en deuxième ronde, honnêtement. Et encore. Puis là, et encore, mais je te parle à l'époque, là, selon l'évaluation qu'on faisait à l'époque. Et Yakemchuk. Oui, Yakemchuk, ça, c'est... Regarde, il est correct dans la Ligue américaine, puis il est jeune, mais il est jeune, il y a 20 ans. Oui, mais les défenseurs de 20 ans, là, je ne suis pas prêt à tirer la plaque dessus. moins 42, genre. Fait que, tu sais, tu regardes ça, puis tu dis... Là, après ça, ben, ils font quand même un bon échange. Ils avaient Josh Norris, qui va bien à Buffalo en ce moment, mais qui est tout le temps blessé. Ouais. On va acheter Dylan Cousins. Fait que là, moi, je regarde ça, puis je me dis, OK, il est où le problème à Ottawa? Ben, ils sont-tu assez bons? Le noyau est-tu assez bon? Ben, c'est ça qu'il faut être en train de se demander, mais c'est parce que, tu sais, on est toujours en train de dire, mettons, Jake Sanderson, c'est un top défenseur, puis Brady Tkachuk, c'est un top ailier de puissance, puis Tim Stutzla, c'est un joueur extraordinaire. Enfin, moi, je le dis. Oui, enfin, puis Dylan Cousins, c'est un super deuxième centre. Mais y a-t-il assez de profondeur? T'sais? Je pense qu'il est là le problème. Et dans les buts, on peut dire que, règle générale, ils n'ont pas eu... de chance? Ils n'ont pas eu des grandes performances. Donc, la question qui tue,
Est-ce qu'Ottawa est une menace à long terme pour le Canadien? Puis honnêtement, Thomas Chabot, il n'est pas aussi bon depuis 2-3 ans qu'il est en début de carrière. Bon, puis si on patine un peu là, les problèmes extra-conjugaux, est-ce que ça va miner le vestiaire au point qu'ils vont vouloir faire le ménage? Mais là, on ne sait même pas c'est quoi. Là. Non, ça, c'est des rumeurs Je sais, mais les de réseaux sociaux. Ouais, mais... Puis veut pas, Pag, ça, c'est une affaire qui est sortie la semaine passée. Ça ne change pas le fait qu'Ottawa n'avait pas un gros début de saison. Puis c'est une affaire probablement qui va se régler assez vite. Puis, comment dirais-je? Je pense pas que dans le big picture, là, dans le portrait global de tout ça, que ça ait rapport, peu importe que les rumeurs soient vraies ou pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un de nous trois en ce moment qui peut dire de tout doute que c'est ça qui est arrivé? Voilà. Non, mais... Mais c'est parce qu'il faut être prudent. Absolument, aussi. c'est pas ça que j'avance. Je fais juste dire que peut-être que dans le vestiaire, c'est pas non plus... Mais bon. Est-ce que tu réponds à ma question? Oui. Alors, où est-ce que ça s'en va? Est-ce que c'est une menace à long terme? Est-ce que c'est une puissance en devenir? Je suis déçu de dire ça, honnêtement, là, mais parce que j'aimais bien plusieurs de leurs sélections, puis non. Okay. Pour moi, Ottawa, j'ai lancé la cervelle. Ils ont fait les séries l'an passé. Je me suis dit, peut-être que ça s'en vient. Ouais. Puis là, cette année, il y a une régression encore. Je sais que c'est serré de classement. Je sais qu'il y a une grosse parité. Mais c'est pas normal que Ottawa, là, après un 7-8 ans de reconstruction, ça fait longtemps, là. Ouais. Puis avec des joueurs là, qui vraiment s'en viennent dans la fleur de l'âge, tu sais, des gars de 23, 24 ans qui produisent. Alors, pour moi, Ottawa, tirer la plug. Avec ce que tu vois du Canadien en ce moment, avec ce qui s'en vient, avec les jeunes éléments qui sont déjà en place, est-ce que tu vois le Canadien dominer dans l'Atlantique dans la prochaine décennie? Ben là, c'est sûr que Tampa, il lâche pas. Hein? Moi, j'étais prête à commencer à lancer la serviette avec Tampa, puis en me disant, écoute, c'est une vieille équipe et tout. Tampa, c'est ça. Floride, j'attends de voir. Ils ont quand même des vieux joueurs, mais il y a quand même des piliers qui sont encore... Mais disons, ma question est plus de 2028 à... OK. 2033, 34. On ne peut pas aller, on va y aller peut-être 7-8 ans en avance. Je regarde ce qu'il y a là-dedans. Je pense pas que Toronto se rende là. Toronto, c'est fini. Floride, je pense qu'ils peuvent être bons encore pendant un certain temps, mais à un moment donné, ça va tomber. Treliving à Toronto, Treliving a fait un travail extraordinaire. Boston a fait des papiers repêchages. Puis Boston, ça demeure Boston. Ils ont 25 victoires, 19 défaites avec une équipe... Boston, tu peux jamais les négliger, mais... il n'y a pas non plus, là, ils n'ont pas le talent là, que le Canadien a. Ils n'ont pas le jeune talent que le Canadien a. Peut-être qu'à partir d'ici 2-3 ans, le Canadien pourrait dominer en saison régulière. En série, c'est toujours une autre paire de manches parce qu'on en a parlé souvent. Le Canadien, c'est un club très offensif. C'est un club qui joue très ouvert. C'est un club qui est parmi les plus excitants de la Ligue à avoir joué. La question est de savoir si en série, la stratégie va changer parce que les arbitres mettent le stylet dans les poches. Il n'y a pas de 3 contre 3 en prolongation. C'est beaucoup, on ferme l'enclave, etc., etc. Alors peut-être que le Canadien, soit il va falloir à un moment donné ajouter peut-être un petit peu plus de papier sablé, changer peut-être des choses dans le système de jeu. Mais là, si on parle de saison régulière, je pense que le Canadien est à la veille de commencer une séquence où il devrait terminer premier ou deuxième de cette division-là pendant nombre d'années. Parce que si tu regardes les attaquants disons, de 24 ans et moins, parmi les 3 clubs que tu viens de citer, des 3, Ottawa et Buffalo, je ne sais pas si... Il y a juste Ottawa qui peut à côté là, avec les... Puis là, en plus, avec... Schutzley, Tkachuk, tu as Edge et Jarowski qui s'en viennent. C'est ça. Il y a Edge Jarowski qui s'en viennent, il y a Demidov. Défense. T'as évidemment... Dobson, on pense qu'il est vieux, mais il est jeune. Il a 25 ans. Dobson, Hudson... il a le même âge que Rasmus Dahlin. Madison qui est là pour 3-4 ans. T'as Reinbacher. Madison, on va l'oublier de l'équation du futur à plus long terme, là, parce que tu veux qu'on parle de 2028. Mais c'est sûr que Dobson, Hudson... Goulet, on verra, il est tout le temps blessé. Reinbacher s'en vient. Reinbacher, il va être temps qu'on fasse un petit quelque chose sur Reinbacher. La semaine prochaine, peut-être, là, on regarde-tu où il est rendu? Est-ce qu'il y a Bryce Pickford? On ne sait pas. Mais ça, c'est une autre chose. Tu sais, le Canadien, c'est parce que contrairement à ces 3 autres équipes-là, il reste encore des joueurs à arriver. C'est ça. C'est ça, moi, que je regarde dans cette analyse-là. C'est que Ottawa, Détroit, Buffalo, les joueurs sont pas mal là. Tampa, Boston...
quand même un peu. Oui. Toronto, c'est la seule équipe qui a quand même un paquet de jeunes joueurs à arriver aussi. Là. Ah, Toronto, ça va être là à un moment donné. Je ne sais pas Puis si même la Floride, il n'y a pas grand... Austin Matthews va rester, mais... Floride non plus, il n'y a pas grand-chose qui s'en vient. Tandis que Canadiens, on dirait qu'à chaque année, ils vont ajouter une pièce. Exemple, mettons, dans 2 ans, ça va être Zarovski. Ouais. L'année prochaine, on parle de fin de saison, mais on peut dire pour l'année prochaine, éventuellement, qui aille à Laval ou pas, éventuellement, on parle de Michael H. D'ailleurs, nos amis de chez Mise au jeu nous ont préparé une offre de pari vraiment pointue sur Michael H. T'es toujours prêt, toi, hein, Pag? Je suis... Faites une passe dans un filet désert et je score. Alors, concernant Michael H., les gens chez Mise au jeu s'interrogent à savoir est-ce qu'il va jouer aucun match, moins de 2,5 matchs? Non, pardon, je reprends ma question. Il pose la question, le total des points pour Michael H avec Montréal cette saison-ci, en plus des séries. Est-ce qu'il ne jouera pas de match? Est-ce qu'il va faire moins de 2,5 points ou plus de 2,5 points cette saison? C'est un pari personnalisé pour Snake, ça? Ou... C'était pas personnalisé pour lui, mais c'est vraiment avec une lunette sur nous autres. Ah, c'est très pointu comme pari, mais c'est quand même intéressant parce que, tu sais, il y a un aspect là-dedans. Moi, je ne parlerai pas des blessures. OK, les blessures, là, on ne sait pas, ça peut arriver n'importe quand. Il se casse la clavicule demain, on ne sait pas. Mais en considérant, en tenant compte qu'il n'est pas blessé, moi, la seule chose que je me demande là-dedans, c'est qu'est-ce qui va arriver à Michigan? Parce que si Michigan se rend au Frozen Four et même se rend en finale, mettons, ce qui n'est pas impossible, il jouerait le samedi 13 avril. Ou quelque chose comme ça, le 12 avril. Ben là, le Canadien va jouer à peu près jusqu'en juin, ça laisse du temps. Non, mais on parle de la saison. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, là, le Canadien, d'après moi, va faire les séries. Alors, on va prendre pour acquis s'ils font les séries, mais on va dire, mettons qu'ils font les séries. Contre Détroit ou Buffalo. Oui. Est-ce qu'on le fait jouer ou pas? Tu sais, l'an passé, on a fait jouer Demidov. Peut-être que l'année passée, je ne sais pas. Bon, premièrement, Demidov, c'est un plus grand talent que Michael H. Il ne faut pas se le cacher. Puis deuxièmement, est-ce que le Canadien se dirait... Tu sais, l'an passé, c'était un peu on n'a rien à perdre. On affronte Washington, on n'est pas favori. Je pense pas que le Canadien s'attendait à sortir Washington, mais je pense que cette année, s'ils affrontent, mettons, Détroit ou Buffalo, ils vont s'attendre à avoir une solide chance de gagner. Ben oui. Je ne sais pas s'ils vont gagner, mais eux, dans leur tête... Là, ça devient plus sérieux cette année. Washington, ils voulaient gagner aussi. Oui, quand même. on veut toujours gagner. Sauf que des fois, les dirigeants vont être réalistes puis vont se dire, écoute, les chances sont minces. Mais, regarde, on va donner un essai à Demidov, on va voir qu'est-ce qu'il y a dans le corps. Il y a bien des équipes qui l'ont fait. Steve Boyan a joué à Minnesota l'an dernier. Donc, moi, je serais porté à te dire que oui, Michael H va jouer. Plus 2,5, moins 2,5. Si tu inclus les séries, là, ça veut dire automatiquement qu'il faut que le Canadien fasse les séries. Écoute, c'est un passé bien parce qu'il y a toutes sortes c'est quoi ta réponse, là? Parce que faut vraiment que... Je pense qu'on ne te demande pas d'y penser. Faut que je gage, là. Faut que je donne mon opinion. Parce que là... Je vais donner la mienne, moi, après. Ouais, mais moi, je suis pas un influenceur de Paris, là, parce qu'il y a tellement d'impondérables. Ah! D'habitude, on... Non, mais il y a des impondérables là-dedans, parce que, comme je t'ai dit, quand est-ce que Michigan finit sa saison, Canadiens, qu'est-ce qu'ils font en série? Ils vont-tu le faire jouer? Il y a tellement de choses qu'on ne contrôle pas. Regarde, je vais regarder le verre à moitié plein, parce que le mien est encore plein. Il est pas mal plein, oui. Je te dirais plus 2,5. Oh, tabarouette. Simon! Mais, tu sais, il pourrait faire un 3 points, mettons. C'est que, moi, sais-tu quoi? Je compte sur le fait que Michigan pourrait se faire sortir. Mais... Ça se peut qu'il se fasse sortir. Et s'il se fait sortir, là, Michael H viendrait jouer 5-6 matchs de saison régulière. Alors, moi, c'est plus là-dessus que je mise que de dire Michael H va faire plein de points en séries éliminatoires. Et comme on sait, Simon est un fait fan des partisans des espoirs du Canadien. Alors, moi, je dis moins. Ah, moins? Mais tu dis pas de match. Il va jouer des matchs, mais je pense qu'il va être aussi rayé de la formation à un moment donné parce qu'il manque des choses dans son jeu. Ouais. Regarde, moi, je compte sur le fait que Michigan pourrait se faire éliminer. Okay. C'est là-dessus. Parce que si Michigan sera en finale, là, ça va être plus difficile d'avoir le plus 2,5. Moi, les gars, ma réponse est comme divisée en deux. Ça marche pas, ça. Non, ça marche pas. Ben, c'est parce que d'une part, on regarde Kapanen, qu'est-ce qu'ils ont fait avec lui l'année passée.
Il a commencé la saison en fin de saison. Il a joué 19 parties. Fait que si on compare les deux joueurs, je pense qu'on veut donner encore plus d'aller à Michael Age qu'à Kapanen, à moins que je me trompe. Mais l'autre chose qui me freine, c'est... Age n'a pas 19 ans, là? Oui, c'est sa saison de 19. Kapanen, c'était sa saison de 21. Ouais. Mais continue. L'autre chose qui me freine, c'est qu'il y a 4 joueurs sur la liste des blessés à long terme en ce moment, puis le Canadien est à 23 sur 23 contrats d'actifs dans leur alignement. Puis il y a 4 joueurs sur la liste des blessés à long terme. Ça, c'est pas un problème. Ça, c'est parce qu'oublie pas que pendant les séries, oui, tu dois respecter le plafond salarial, mais il n'y a pas de limite de joueurs que tu peux avoir dans ton alignement. Là, il va falloir, puis je ne sais même pas si c'est à partir de cette année, mais si c'est à partir de cette année, tu dois respecter le plafond salarial par rapport au nombre de joueurs sur la glace. Donc ça, c'est pour éviter les joueurs qui étaient sur les blessés à long terme pendant des années, qu'on a fait par le passé avec Vegas et Tampa, et qui arrivaient avec des alignements qui étaient 10-12 millions au-dessus du plafond salarial. Ouais. Alors ça, de ce côté-là, ça honnêtement, Pag, les histoires de blessés, là... Mais c'est quoi ta réponse, là? Là, on fait le tour pour laisse faire les pas blessés. grand-chose. Canadiens, s'ils veulent faire Plus jouer ou moins. Michael Age, vont le faire Plus ou jouer. moins. Si c'était juste écrit la saison 25-26 dans la question, je dirais « jouera pas », mais vu qu'ils disent les séries, je vais dire plus de 2,5. Bon, OK. Alors, tu as le même résultat que moi en prenant un détour différent. Et parlant de détour, ben là, on va juste conclure sur notre sujet du premier bloc. Oui. On se garde-tu Bryce Pickford pour le début du deuxième? Le deuxième. Parce que je pense que c'est important d'en parler. Oui, monsieur. On t'offre un club dans la section Atlantique demain matin, lequel tu prends. Il n'y a pas de mauvaise réponse dans la gang, là. Je prends un Canadien, puis je vais te surprendre, suivi de Boston. Boston? Oui. Ah oui? Oui. Pour James Higgins? Non. Cooper Simpson? Ben là, quand même. Là. Oui, Mathias Cooper. Il ne transformera pas non, les mais c'est l'accumulation de tout ça. Ah oui, il y en a d'autres. Une Il y en a d'autres. accumulation. Il y en a d'autres Hey, à tu sais que Boston. tu vas rendre les partisans Ils ont Blondes bien heureux. repêché Boston. Ils ont bien repêché. Puis oublie jamais une chose, il y a Étonnant. toujours un facteur X avec Boston. Ils sortent des joueurs C'est vrai. de nulle part. C'est vrai. Des choix de 5e ronde qui deviennent bons. Regarde, ils ont 25 victoires, 19 défaites avec un club que plusieurs voyaient encore dans la loterie. Tu sais pourquoi je t'aime? Parce que t'es imprévisible. Voilà. Mon cher Simon, te voilà en liberté. Mhm. Mais avant de te libérer complètement, ben, de toute façon, c'est dans tes cordes. Oui. On en a parlé juste avant d'entrer en pause. Bryce Pickford, que tu aimais, qui était dans tes cartes cachées du repêchage, Oui. avant le repêchage, Oui. qui a été ignoré à sa première année d'admissibilité. Écoute, ça commence, puis je le sais que tu as toujours dit, les joueurs de 19 ans, je me méfie. Oui. Là, il est rendu en 38 matchs, un défenseur droitier, 32 buts en 38 matchs, 28 passes, 60 points. C'est presque 2 points par match pour un défenseur, plus 47. Est-ce qu'on fait comme d'habitude, puis on efface tout ça, puis on se dit ça compte pas, il y a 19 ans? Oui et non. Alors, comme tu sais, je pars avec un préjugé positif envers Bryce Pickford. Parce qu'il était dans tes cartes cachées. Il était dans mes cartes cachées l'année passée. J'ai vu le tournoi de la Coupe Mémoriale et je me disais à ce moment-là, je prendrais une chance avec lui, peut-être en 3e ronde, ce qui a été fait. Et son plafond, à ce moment-là, je me disais, possibilité de jouer dans la LNH. Donc, on lance un d'or. Je vois quand même un gars qui a un bon talent offensif et qui a quand même un physique de joueur de la Ligue nationale. Donc, oui, s'il n'est pas parfait, mais il mérite d'être repêché. Là, 6 mois plus tard, 6-7 mois plus tard, comment réévaluer la situation? Premièrement, le joueur a des statistiques de jeux vidéo. 32 buts en 38 matchs pour un défenseur junior, peu importe l'âge. Tu ne vois pas ça souvent. Bon. Il y a plus de buts que de passes. Pour un défenseur, Tu vois pas ça souvent. tu ne vois pas ça souvent. Pour un défenseur offensif qui compte autant de buts. On ne parle pas d'un joueur qui va avoir 11 buts, 9 passes. Là, on parle d'un joueur vraiment 32 buts, 28 passes. Ce sont des statistiques bizarres pour un joueur de défense. Alors là, la question est de savoir, est-ce que les statistiques sont meilleures que le joueur ne l'est en réalité? Très bonne question. Et c'est ça. Alors pour ça, il ne faut pas juste regarder les buts sur les réseaux sociaux. Il faut que tu décortiques le jeu du joueur et le mettre dans le contexte de la Ligue junior de l'Ouest et de son âge. Et tu fais ça, toi? Oui. Je me passionne pour ça. C'est sûr. Et là, j'ai regardé beaucoup de matchs de Pickford. Je l'avais vu l'année passée, mais c'est toujours bon de se mettre à jour parce que les joueurs évoluent d'une année à l'autre. Alors, voici les... Je vais commencer par
le très positif. Le Ouais. très, 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 très positif. Bryce Pickford, il a un lancé de la Ligue nationale quasi élite. Est-ce qu'on parle d'un lancer frappé ou d'un lancer du poignet? Les deux. OK. Alors, on sait que le lancer frappé a peut-être plus la cote comme Ouais, il y a c'est 30 ça. ans, mais l'important, c'est la précision dans ton lancer. Ouais. Alors, il y a un lancer qui est extrêmement précis. Alors, en ayant un lancer précis, tu peux provoquer des rebonds, tu peux provoquer des déviations, et s'il y a beaucoup de circulation dans le filet, tu peux provoquer des buts. Et c'est ça qu'il fait. OK. C'est un gars qui, en zone adverse, et il est extrêmement dangereux parce que dès que Medicine Hat est en zone adverse, que ce soit en jeu de puissance ou non, il est découvert. Tu lui donnes la rondelle. Si tu es un partisan de l'équipe adverse, tu retiens ton souffle. Alors, voici pour le côté élite de Pickford. Pour jouer dans la Ligue nationale, on dit souvent que ça prend au moins une qualité élite. Celle-là, il l'a. OK. Maintenant, on va tomber maintenant dans les bémols. Merci. Oui. Oui, il y a 19 ans. Oui, la Ligue de l'Ouest, cette année, s'est beaucoup affaiblie avec la perte d'énormément de joueurs. Donc, il faut faire attention avec les statistiques, particulièrement celles des joueurs plus âgés. Mais ça vaut à peu près pour tout le monde. Puis comme je dis, 32 buts en 38 matchs, ça demeure quand même. Là, on ne parle pas d'un gars qui a 15 ou 16 buts. On parle d'un gars qui a quasiment un but par match. Et il avait commencé l'an dernier à le faire en séries éliminatoires. Je pense qu'il y avait eu 12 ou 13 buts en séries éliminatoires, ce qui avait été... c'est là qu'il y avait eu une genre d'éclosion là, qui était sortie sous le radar des recruteurs. Maintenant, son jeu comme tel. Bryce Pickford, ce n'est pas un gars qui transporte la rondelle. Ce n'est pas un gars qui fabrique des jeux. Alors, vois-tu, ce n'est pas quand tu vois un défenseur qui a 60 points en 38 matchs, tu penses tout automatiquement Oui. Hudson, Quinn Hughes, Makar, fabricant de jeux. Je suis content que tu les mettes tous dans la même phrase. C'est pas le Merci. cas. C'est pas le cas. Défensivement, je trouve que c'est un gars qui a quand même une bonne force physique, donc il pourrait jouer LNH de ce côté-là. Mais la chose qu'il doit travailler à Laval l'an prochain, c'est la raison pour laquelle il ne sera pas à Montréal l'année prochaine, en début de saison certainement, c'est le positionnement. Le gars il a vraiment un positionnement en ce moment de joueur de hockey junior. Il n'y a pas un positionnement de joueur professionnel. Mais ça se travaille, ça s'apprend. J'imagine qu'il y a beaucoup de points en supériorité numérique. Euh, Peut-être pas eu le temps de regarder, mais ça doit. Oui, mais ça, je m'inquiète pas trop parce que je crois que, puis là, tu vas le voir dans ma projection de Pickford. Ouais. Moi, je pense, voici un petit peu comment je vois Pickford. OK? Un scénario, mettons, optimum dans son cas. Réaliste, trait d'union optimum. Pickford commence l'année à Laval l'an prochain. Et là, en début de saison, c'est sûr qu'on ne le fait pas nécessairement jouer top 2 ou même top 4. À Laval. Ouais. À Laval, on l'amène tranquillement pas vite. Et peut-être qu'à ce moment-là, il ne sera pas le grand producteur de points qu'il est en ce moment. Il ne faut pas paniquer. Je pense que le personnel là-bas va lui apprendre à jouer, à devenir un défenseur professionnel. Un vrai. En deuxième année, à 21 ans, moi, je crois que si tout se passe bien, ses responsabilités pourraient être accrues. Lorsque des responsabilités sont accrues, on te donne du temps de jeu de puissance. Laval, on le voit avec les vétérans qu'ils sont décidés d'avoir une bonne équipe pendant quelques années. Ils sont bien coachés et tout. Donc, peut-être qu'à 21 ans, là, le côté offensif de Pickford, tel qu'on le connaît en ce moment, ressort. OK. Et à 22 ans, si tout s'est mis ensemble, s'il a appris à jouer défensivement, peut-être qu'à ce moment-là, il pourrait se retrouver à Montréal. Il y a des chances. Tu sais, je sais qu'il y en a qui pensent que la défensive du Canadien, elle est clouée. Elle est coulée dans le béton à tout jamais. Non, elle ne l'est pas. Elle n'est pas coulée dans le béton, mais ta Mais première vague. le chemin est plus difficile. Ta première vague, c'est Hudson. Oui. Ta deuxième vague, c'est Dobson. Oui. Fait que là, si c'est un joueur qui est plutôt offensif, puis tu as Ryan Backer qui s'en vient à droite, tu te dis, bon, peut-être une monnaie d'échange. C'est là où je m'en allais. Ah, excuse-moi. C'est que si Pickford, d'après moi, devient un défenseur numéro 5, avec le talent pour jouer sur une deuxième unité de jeu de puissance, là, on ne sait pas à Montréal s'il est bloqué ou pas. Et à ce moment-là, tu sais, souvent, quand on fait des échanges, Mathias, on échange souvent un premier choix, un deuxième choix, et il y a des espoirs qui s'en vont ailleurs. Et les espoirs, rarement, vont être de premier plan.
Rarement, tu vas avoir un Philippe Forsberg qui est échangé ou un joueur comme ça. Ça va être surtout des espoirs de deuxième plan qui sont échangés. Les Canadiens n'échangeront pas Michael Hage à moins d'aller chercher un super joueur. Là, ils n'échangeront pas Ryan Backer pour un joueur de location. Mais un Pickford... il va peut-être partir plus vite qu'on pense. Un Pickford, ça se glisse bien. Oui, il va peut-être partir plus vite qu'on pense. Pour une équipe qui aurait peut-être plus de place pour le faire jouer. Ouais. Puis, alors, tu sais jamais. Tu sais, comme tu dis, il pourrait partir à la date limite des transactions, on ne le sait pas. Fait que, tu sais, en ce moment, l'actif Pickford, il est au sommet de sa valeur. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on en profite là? Ou est-ce qu'on se dit, ben écoute, il va être bon, puis... Tu sais, je sais, il y a peut-être des fans en ce moment qui l'attendent puis qui se disent, ben voyons donc, échanger un gars qui pourrait faire 50 points par année dans la Ligue nationale. C'est pas Hudson. Comment tu penses que sa qualité de marqueur va se transposer dans la Ligue nationale quand tout le monde va essayer de bloquer sa ligne de tir? Oui. Ben ça, regarde, ça vaut à n'importe qui a un bon lancer. Puis à un moment donné, ben, les gars qui ont des bons lancers, ils vont en faire des buts. Alors, tu sais, moi, Pickford, je pense qu'en tant que 5e défenseur sur une deuxième unité, c'est un gars peut-être qui aurait un potentiel de quoi, 10 buts par année dans la Ligue nationale, Okay. ce qui serait excellent. Ouais. Malheureusement, c'est pas un joueur gadget. Puis c'est pas un fabricant de jeu, donc... T'embarques pas, hein? Ben j'embarque dans la mesure où c'était Dans mes jokes. Non, j'embarque pas dans tes jokes, c'est plate. Bon. Fait que c'est ça que je voulais dire sur Pickford. OK. Ouais. Puis, Je pense que j'ai fait un bon résumé, là. Attends, il est libre, là. Fais attention, là. Ah oui, c'est vrai, excusez. Mais vas-y. Mais c'est Non, un vas-y. sujet par rapport à Zane Parrick, par exemple. Je sais que c'est pas du tout le même profil de joueur que de comment tu l'as décrit, mais pourquoi est-ce qu'on... C'est peut-être pas mal un profil aussi qui se ressemble, non? Oui et non. Zane Parek, c'est un fabricant de jeu. Zane Parek, c'est un gars En zone offensive. Oui, C'est pas un grand c'est ça. défenseur Non. de transition, là. Non, mais puis Zane Parek, il est atroce dans sa zone. Alors, mais Zane Parek, la différence avec Pickford, c'est que Zane Parek, oui, il est plus talentueux que Pickford, mais est-ce que Zane Parek va avoir la volonté d'ajuster son jeu? Ouais. Parce qu'on a vu à Calgary en début de saison, je sais, il est jeune, il a juste 19 ans, mais on a vu à Calgary en début de saison que ça a été très difficile et son jeu offensif en a été affecté. Moi, je suis capable de pardonner les 3-4 erreurs défensives par match d'un joueur qui va te faire 35 jeux. Mais si le gars ne fait pas 35 jeux, tu sais, mais comme je t'ai dit, c'est peut-être un peu boiteux comme comparaison parce que ce n'est pas nécessairement le même genre de joueur, bien que si Parek avait été dans le junior cette année, il y aurait probablement eu des statistiques semblables à ça. Ben, écoute, il a fait 100 points l'année passée. points. Là. Ouais. Ben oui. Mais il faut faire attention. Zane Parek, moi, j'ai des grosses réserves sur ce gars-là. Puis Zane Parek, c'est plus risqué parce que c'est un choix 11e au total, je pense, 11e, 12e. Ah, même Alors ouais. que, tu sais, Bryce Pickford, Même pas avant. C'est 9e, pas Dickinson, 11e? C'est 9e au total. 9e au Neuvième, total. ouais. Là, 9e, tu investis du gros capital, du capital choix. Bryce Pickford, 3e choix. Ouais, c'est sûr. Troisième ronde. C'est 3e ronde. S'il finit à Laval ou qu'il finit ailleurs, ou que c'est pas grave. Ouais. Non. Non? Bon. Ben, je te laisse aller parce Oui. que là, Oui, j'ai plusieurs petites choses. Tynan Lawrence, un espoir top 5 du repêchage 2006 qui jouait dans la USHL, a joué 13 matchs cette année, revenu de sa blessure. Il dominait carrément. Il était le meilleur joueur de cette ligue-là qui s'est beaucoup affaibli cette année. Alors lui, il s'est dit, si je veux être considéré pour le top, peut-être le top 3, avec les ouvertures qui se créent en ce moment parce qu'il n'y a pas vraiment, tu sais, McKenna, c'est pas devenu McKenna. Exact. Il se dit, ben, je suis le meilleur joueur de centre de ce repêchage-là, parce que les autres, ce sont des alliés dont on parle. Lui, il s'est dit, je m'en vais à Boston University. Il avait le droit de le faire au début du semestre. Il l'a fait. Il a joué 2 matchs à date. J'ai regardé ce qu'il a fait. Il n'y a pas de points, mais il a bien commencé dans le sens que c'est la majorité des entrées de zone, lorsqu'il est sur la glace, c'est lui qui les fait. Okay. C'est un gars ultra rapide. C'est un excellent fabricant de jeu. Il a un physique correct, 6 pieds 175. Il va grossir un peu. Et là, la question qu'on se pose dans le cas de Lawrence, si jamais Lawrence cartonne d'ici la fin de l'année, Boston University, ils ont l'équipe 19e au pays. Ils n'ont pas une grosse saison, mais ils ont quand même des joueurs. Là. Il y a Cole Hudson qui est là. S'il cartonne, est-ce qu'il pourrait challenger pour le numéro 1 ou numéro 2? OK. Moi, je pense que en ce moment, ça se dessine que ça sera Stenberg. Mais les 3 autres gars, ils sont comparables. Parce que Verhoff joue à l'université, McKenna joue à l'université, Lawrence va jouer à l'université. Là, on compare vraiment 3 gars qui jouent dans le même calibre de jeu,
Si Lawrence est le meilleur des trois à 17 ans, parce qu'il ne faut pas oublier que Lawrence est le plus jeune joueur de la NCAA en ce moment, à égalité avec Ilya Morozov de l'Université Miami, Ohio, un gars dont on va certainement parler d'ici le repêchage, né le 3 août 2008. Donc, une date 2008 déjà. Oui, 2008. Lawrence, moi, en ce moment, il est en train de cimenter dans ma tête top 4. Bon, de bons candidats pour Vancouver, Calgary, Winnipeg. Winnipeg. Exact. Pas de chance qu'il joue au Canada. C'est un joueur, d'ailleurs, qui avait été repêché par les Saguenay-Chicoutimi. Ah. Oui, il y a quelques années, mais qui a décidé d'aller aux États-Unis. Michael Misa a décidé on a décidé de le garder à San Jose. Il y a 8 matchs de jouer, encore 2 matchs et on brûle sa première année de contrat. C'est pas un problème. On fait bien de le garder. Le retourner dans le junior, ça a été ridicule. Déjà qu'on l'a drôlement géré en début de saison. J'espère que même si les Sharks bataillent pour les séries, qu'on va lui donner de la glace. Hier soir, il a joué contre Vegas. Est-ce qu'on va commencer à lui donner plus de responsabilités, même si on bataille pour les séries? Je l'espère. Il ne faut pas que ça soit une année perdue pour un gars comme Misa, parce qu'il est un élément très important. N'oublions pas que les Sharks ont perdu la loterie. Ils n'ont pas eu Matthew Schaefer, qui était le gars désiré, qui aurait complètement transformé cette organisation-là. Hey, non, t'imagines, là. Avec Celebrini Celebrini. Schaefer cette année, là. Oh boy. Ouais. Ben là, tu Écoute, même tombes moi, avec là, un moi, je tombe fait fan, là. ça pourrait devenir un des grands duos. Ça aurait pu devenir un des grands duos de l'histoire du hockey. Bon. Ensuite, je regardais jouer l'autre jour. Comment il s'appelle? Morgan Geekie. Oui. Morgan Geekie, là, c'est l'année passée, il y en a qui se disent « Ah, feu de paille, 33 buts, on ne sait jamais. » Il continue à marquer. Il est quasiment rendu à 33. Et là, il y en a qui commencent à soulever des comparaisons. Est-ce que c'est un William Carson, un Jonathan Chichou? Ouais. Des gars qui ont eu des grosses saisons, puis après ça, qui ont baissé. Mais Geekie, ça a l'air de continuer. Il est parti encore pour un 35 buts. Alors, comment expliquer ça? C'est très, très rare qu'un joueur éclot à cet âge-là après avoir eu des saisons de 9 buts, 10 buts, 8 buts. Je pense que c'est tout simplement une question d'opportunité dans son cas. Je ne pense pas que ce soit un feu de paille. Des fois, les gars ont un gros pourcentage de réussite lancé but par rapport à lancer. Ce n'est pas son cas. William Carson, lui, et une chose, moi, que j'ai remarqué, des gars comme William Carson, il y a quelques années, Jonathan Chichou, il y a une éternité, c'est que tout rentrait. Ouais. Tout rentrait. Ils étaient toujours bien placés. Il y avait toujours le filet ouvert. Il y avait toujours la belle passe qui leur était faite. Chichou, c'est un début de carrière en plus. Là. En début de carrière, c'est différent. différent. Carlson, ça a pris quelques années, mais Geekie, c'est plus long. Mais alors, ça, c'est un peu... Fait que quand les gars connaissent des grosses saisons comme ça, ce qu'il faut analyser pour savoir si c'est un coup de chance ou pas, à part les statistiques comme le pourcentage de réussite, il faut que tu regardes le genre de buts qui sont marqués, si c'est quelque chose qui peut être durable. Encore les Bruins, hein? Il y a comme une espèce Encore de les coming Bruins. out ici de Simon qui est toujours sur les reconstructions. Là, il fait son coming out de réinitialisation. C'est intéressant. Ben, regarde. Il repêche. Il repêche pas pire, là, les Bruins. Ouais. Il repêche pas pire, les Bruins. Bon, l'autre jour, je dois dire que je sors ça de nulle part, mais tu sais, la date Ça de nulle part. La date limite des échanges est quand même dans quelques semaines. Puis il va y avoir des agents libres sans compensation qui vont être échangés. Il va y en avoir une tonne. Ouais. Est-ce qu'Alex Stock va faire partie de ça? On ne sait pas. Mais un qui va probablement être échangé, c'est Eric Howla. Eric Howla, un joueur de centre qui en ce moment qui a 23 points en 45 matchs. Il gagne 3 millions par année. Il va être échangé. Et ça, c'est un joueur qui, je te dirais, moi, je le regardais aller, puis pour une équipe prétendante à la Coupe. Ouais. Mon Dieu, pour le milieu de l'alignement, là, la troisième trio, là, ça, c'est le genre d'addition que tu fais. Rappelle à nos auditeurs avec qui il est, là. J'ai un blanc de mémoire. Les Prédateurs. Les Prédateurs de Nashville, c'est mais ça. qui vont un petit peu mieux, là. Oui, qui vont un petit peu mieux. Et les Prédateurs l'avaient signé, contrat de quelques années, qui arrive à expiration. Moi, je le regardais jouer l'autre jour, puis je me disais, ouais. Eric Howla, en passant, qui a roulé sa bosse. Je pense qu'il a joué pour 8 ou 9 équipes. Alors, moi, ça serait une cible. Est-ce que je dis ça pour Canadiens? Pas nécessairement. Ben, je veux juste en parler. Ils ont Dano. C'est ça. Mais Howla, c'est un gars, tu sais, on parle souvent d'amener des joueurs tough, des joueurs qui patinent, avec un certain talent offensif. Alors, est-ce que je parle pour le Canadien? Pas nécessairement, mais moi, je parle n'importe quelle équipe en ce moment qui prétend à la Coupe. Moi, si j'étais directeur gérant, je penserais à Eric Howla. On verra ce qu'il y aura. On en reparlera dans 2 mois.
Et finalement, je voulais simplement faire une petite mise au point sur des choses qu'on a faites la semaine passée. Les fameuses notes qu'on donnait aux attaquants. 1.5. 1.5, Oui, 2, oui, 2.5. oui. Là, j'ai des auditeurs qui ont contesté ça un peu, puis il y en a qui m'ont dit, pourquoi tu prends les Ducks? Pourquoi tu n'as pas pris les Panthers? Parce que tu arrivais d'Anaheim. J'arrivais d'Anaheim, alors j'ai pu les étudier de près. Et deuxièmement, on essayait de faire des comparaisons avec des reconstructions. La deuxième chose, il y en a qui me disent t'as mis Troy Terry à 1.5, t'as mis Nick Suzuki à 1.5. Terry est pas meilleur que Suzuki. L'idée là-dedans, c'est que j'avais coté les centres comme des centres, les alliés comme des alliés. Troy Terry, en tant qu'allié, c'est un 1.5 qui vaut moins dans la balance que 1.5 un joueur de centre. Puis l'autre truc, c'est que je ne vois pas la couleur des Panthers de la Floride que je sache, là, derrière toi. Non. Et puis, je ne sais même pas pourquoi tu dis ça, mais je taquine nos auditeurs aussi qui t'ont remis en question. Et là, quand on va parler des Panthers, il y en a qui disent, puis ça, c'est un bon point, est-ce que Sam Bennett, c'est un vrai deuxième centre? Est-ce qu'Aaron Ekblad, c'est un vrai premier défenseur? Est-ce que Forsling est un vrai défenseur de première part? Oui, là. Mais... Puis, regarde, quand tu fais un exercice comme ça, tu fais vraiment un exercice individuel et non pas d'équipe. Puis, on sait très bien qu'une équipe n'est pas toujours la somme de ses parties. Donc, dans le cas de Forsling et Ekblad, est-ce que moi, je les considère comme des vrais défenseurs numéro 1 dans mon petit carnet de très difficile? Je suis très difficile pour ça. La réponse est non. Mais Forsling, tu ne peux pas le mettre dans la même phrase que Ekblad, là. Non, mais Forsling, pour moi, c'est un 1.5. Pour moi, c'est un 1. Oui, mais vois-tu? Non, mais c'est ce que je te dis. Mais mis ensemble, à un moment donné, une brigade défensive mise ensemble, c'est pas nécessairement une collection de 1, de 1.5, de 2, de 2.5. C'est un tout. Ouais. Les Panthers à la Floride, c'est la même chose. Sam Bennett, en saison régulière, c'est un 3. Mais en séries éliminatoires, Sam Bennett, c'est un premier centre. Tu sais, si tu me permets aussi, si tu as pris Anaheim, c'est qu'ils sont à peu près dans la même situation que le Canadien. Oui, c'est pour ça. Les Panthers c'est un club aguerri qui fait 3 finales. Non, mais ça aurait pu être intéressant de faire l'exercice avec les Panthers. Mais la seule chose, c'est qu'avec les Panthers, ça risquerait de donner quelque chose peut-être de moindre. Même s'ils ont gagné la Coupe 2 fois. Parce que justement, c'est la somme des parties, les Panthers. OK. Bon. Mais moi, ce que j'en ai retenu, c'est que les gens aussi aimeraient ça qu'on fasse le même exercice pour d'autres équipes. Je trouvais ça judicieux parce que c'était vraiment un exercice intéressant à faire. Mais ça demeure un exercice de joueur individuel. Ça ne veut pas dire que la chimie entre tout ce monde-là, le jello va prendre. Ben écoute, si jamais tu as le goût, pour la semaine prochaine, dans ton Liberté, étant donné que tu as parlé des Bruins une couple de fois puis que tu as de l'air les amis, pourquoi on ne fait pas l'exercice avec les Bruins? Oui, ça risque d'être laid en ce moment. Oui. Parce que j'aime plus de joueurs de futur des Bruins que des joueurs actuels. Vraiment, eux, c'est la somme. Bon, on peut faire les Bruins la semaine prochaine. C'est la somme, eux autres aussi. Là. Mais c'est la somme. Alors, ça risque d'être laid mathématiquement. Mais tu regardes ça et tu te dis, waouh, ça marche. Il y a beaucoup de beaux débats au sein des Bruins. Il y a une potion magique là-bas, là. Oui, parce que là, ça fait tellement d'années que ça arrive. Là, c'est plus... L'espoir de la semaine, du passé. L'espoir du passé. Oui, est un joueur qui joue encore. Il a 54 ans. Yaguer? Yaguer. Il a 54 ans. Bientôt, au mois de février. Tu vas bientôt pouvoir dire jadis Yaguer. Oui. Jadis. Au lieu de naguère. Jadis naguère. OK. C'était un petit peu... mais j'imagine que ton armée l'a catché tout de suite. Là, mais... C'est un peu serpentard. Quoi? On est un peu serpentillé. Là, dans... Ah, voilà. Celle-là, elle est mieux. Es-tu correct? Ah oui, c'est correct. Bon. Il s'est repris. Tu sais, des fois, on a le droit à une deuxième chance dans la vie. Hein? Jaromir Jagr, son histoire est intéressante parce qu'à la fin des années 80, c'était un joueur qui dominait à l'échelle internationale. À l'âge de 17 ans, au championnat mondial junior, il a obtenu 18 points en 7 matchs. C'est quasiment comme Michael H. Oui, exactement. Mais à 17 ans. Il n'y a pas de comparaison. À 17 ans. Et à ce moment-là, le tournoi, proportionnellement, était peut-être plus relevé parce que l'équipe russe y était. Là, tu parles en 89. Le championnat junior 89-90. 26 décembre 89 au 5 janvier 90. Tu sais pourquoi je te pose la question? Pourquoi? Parce que le monde est encore probablement divisé en communistes et... Voilà. Et là, ce qui est arrivé, c'est que en 1990, toute l'année, on nous a parlé de 4 joueurs. Owen Nolan, Peter Nedved, Mike Ritchie et
Keith Primo, le père de Caden. Mike Ritchie, lui, c'était un peu le Nolan Patrick, presque le McKenna de son époque, dans le sens que à partir de l'âge de 14-15 ans, quand il est arrivé dans le junior, on l'avait étiqueté premier choix de 90. C'était le gars à qui il manquait des dents, qui se garochait partout, qui avait un talent offensif. Il manquait déjà des dents. Ah oui, c'était un leader. On se disait, tu gagnes des Coupes Stanley avec Mike Ritchie. Avec pas de dents, ça aide à hausser la valeur. Ouais. Et Mike Ritchie, d'ailleurs, c'est ce qu'il est devenu. Il est devenu tout un joueur. Mais pas nécessairement un grand joueur offensif, mais un joueur qui se défonçait à chaque match. Mais au fur et à mesure que l'année avançait, là, Ritchie en était à sa 3e saison. Vous voyez un peu le parallèle avec McKenna. Là, on commence à le décortiquer. Ouais, ben c'est pas un gars de 100 points. C'est Peter Nedved qui vient d'arriver de la République tchèque, qui joue junior dans l'Ouest. Il est plus élégant, il est plus smooth, il est plus... Ça, oui, OK. Et là, il y a Owen Nolan à Cornwall. Lui, c'était l'ailier de puissance, le bulldog par excellence dont on rêve. Pour venir faire bing-bang, rentre dedans, tout en marquant des buts. Alors, on s'est dit, un gars de 40 buts qui va tout casser sur son passage et qui va se battre. Et il y avait le gros Keith Primo, le gros centre là, de 6 pieds avec 5 qui tu gagnes des près. Coupes Stanley. Oui, le gros centre, pas nécessairement le gars qui va te faire 100 points, mais le gars qui peut te faire 70-80 points, avec qui tu vas gagner. Alors là, il y avait un gros débat. Le Hockey News sort à l'époque, sort encore, sa revue Draft Preview avec les classements. Et on retrouve au 5e rang Jaromir Jagr. Et moi, je regarde ça et je me dis, 5e rang. Pourquoi? Toi, tu ne devais pas savoir trop dans ce temps-là. Sans Internet, tu ne l'as pas vu jouer bien. Au championnat junior. C'était pas beaucoup, mais c'était assez pour me faire une idée. Puis je me suis dit, ce gars-là, c'est lui qui a le meilleur potentiel des 5. Mais là, ce qui se passe, on ne sait pas s'il va venir. Et les équipes, là, tu sais, on l'a vu avec Michkov, là, nonobstant toutes sortes d'histoires, le fait que Michkov avait 3 ans de contrat, ça aidait pas. Mais 90, là, ils sont plus prisonniers de leur pays. Ils sont plus prisonniers. Mais il y avait quand même, on était encore dans la période de transition. Il y avait des Russes qui commençaient à arriver dans la LNH. Peter Nedved, lui, à l'époque, je crois qu'il s'était sauvé de son pays pour venir jouer, mais il était dans la transition lui aussi. Jagr était dans son pays, et là, on se dit, Jagr, oui, il pourrait venir, mais ça pourrait prendre 2-3 ans. Tu sais, on ne sait jamais. Et là, il y a eu beaucoup de versions qui ont été données. Les Nordiques de Québec avaient le premier choix. Il y a eu beaucoup d'histoires qu'on a entendues. Moi, celle qui revenait souvent, je me rappelle, dans les journaux de Québec, c'était que Marcel Aubu, qui était le président de l'équipe, voulait un joueur qui pouvait jouer tout de suite. Et il n'y avait pas de garantie que Jagr jouerait tout de suite. Pourtant, ça, c'est l'histoire qu'on avait entendue. Il y en a peut-être d'autres. Là. Il y en a qui avaient dit que Jagr voulait juste jouer à Pittsburgh avec Mario Lemieux. Il y a beaucoup de choses qu'on a entendues, mais il y en demeure pour moi que Jagr, on a passé par-dessus 4 fois. Le premier choix était Nolan, Nedved 2e, Primo 3e, et Mike Ritchie, à la grande surprise, a dégringolé 4e. Comme je dis, c'était un peu le Gavin McKenna de ce temps-là. Pourtant, les Tchécoslovaques avaient été bons pour Marcel Aubu, avec les Slovaques Stachny. Mais bon, ce coup-là... Non, c'est pas un jeu de mots, là. Oui. Non. Mais ça faisait quand même longtemps, puis bon. Est-ce que son attitude... Parce que quand il est arrivé dans la Ligue nationale, moi, je me rappelle une des grandes citations. Il avait dit, garde, moi, je veux pas de Coupe Stanley, je veux pas de bague de Coupe Stanley, je veux des plages avec des femmes, beaucoup de femmes. Non? Tu la connaissais pas, celle-là? En début de carrière, là, dans le vestiaire, à des journalistes. Il est arrivé à Pittsburgh à 18 ans, justement. Il a obtenu 57 points sa première saison. Et là, on a commencé à l'appeler Mario Junior. Il portait du 68. Il y avait des gestes qui ressemblaient aux feintes de Mario Lemieux. Il avait des cheveux longs. C'était un vrai rockstar. Il a gagné la Coupe Stanley ses 2 premières saisons, mais ne l'a plus jamais regagné. Mais je me demandais si son attitude avait fait peur aux recruteurs à ce moment-là. Un gars qui déclassait dans un vestiaire. Là. Regarde, c'est sûr que le hockey, c'est encore, mais surtout à l'époque, c'était encore plus conservateur. C'était des trucs qu'il ne fallait pas dire. Mais Pittsburgh, eux autres... Mais il a dit ça après, une fois à Pittsburgh, quand même. Oui. Mais ça mais quand là. on a vu le bonhomme dans les 35 dernières années, on voit que
ça collait à sa peau. C'était un joueur flamboyant. Ouais. Bon. Un peu le Mick Jagger du hockey. Là. C'est ça. Puis Avec là, sa le salutation. gars joue encore. Tu sais, je comprends qu'il est copropriétaire de l'équipe. Puis C'est qu'il a joué juste 6 matchs cette année. Puis la Ligue n'est pas très, très forte là, en Tchéquie. Mais quand même, il joue encore. Et il a quand même eu des très bonnes saisons dans la quarantaine dans la Ligue nationale de hockey. Regarde, un phénomène de la nature. Et Pittsburgh, à ce moment-là, avait eu Mario Lemieux en 1984, mais continuait de ne pas faire les séries. On ne faisait pas les séries avec Mario Lemieux. Et en 90, on termine hors des séries pour la dernière fois et on repêche Jagger 5e. Alors là, c'était Jagger le mieux. Et là, on s'est mis à les entourer et 2 premières saisons de Jagger. Pittsburgh gagne la Coupe. Ensuite, Jagger, ce qui est arrivé, c'est qu'une dizaine d'années plus tard, après une saison de 121 points, les Penguins décident de couper dans les dépenses parce que c'était l'époque où on avait même donné des parts à Mario Lemieux parce que l'équipe était en train de faire faillite et on l'échange aux Capitals de Washington dans un des pires échanges de vedettes de l'histoire du hockey. 3 parfaits inconnus qui n'ont rien fait qui vaille. 3 au choix repêchage qui n'ont rien foutu. Oui, c'est ça. Je dis Plutôt, parfaits inconnus, mais des gars qui ont vraiment rien fait. Mais à l'époque, tu sais, on se disait, hey, c'est des gros choix, là. C'était des choix de premier tour. Oui, mais à la fin des années 90, il y a eu un petit peu une disette d'espoir. Ouais. Si tu regardes les repêchages, là, 96, 97, 98, 99, il y avait une disette d'espoir. Et là, ensuite, Jagger qui se retrouve avec les Rangers de New York et obtient une saison au retour du lockout de 123 points à l'âge de 33 ans. Ça, c'est quand même quelque chose. Et ensuite, s'est retrouvé quelques années en KHL, revient dans la Ligue nationale et là, a fait une tournée. Philadelphie, Dallas, Boston, New Jersey, Floride et Calgary. Ça s'est terminé en 2018 et depuis ce temps-là, il joue en République tchèque. Dans l'histoire, il n'est pas deuxième compteur, là? Il est 2e marqueur de l'histoire. Avec 2 Coupes Stanley. Après Wayne Gretzky. OK. Ouais. Avec 2 coupes. En début de carrière avec Mario Lemieux. En début de carrière C'est quand avec même, Mario Lemieux. C'est quand même fascinant. Tu te dis quoi? Tu te dis un grand... oui, il faut que ce soit deuxième compteur dans l'histoire. Il faut que ce soit un grand joueur offensif, mais... Ouais, c'est ça. OK. Regarde. Alors, c'était l'histoire du repêchage 1990, un repêchage fascinant. Parfait. Bon, mais on poursuit. Oh boy. You Pag? Ben, ouais, c'est ça. J'ai donné 2 minutes de pénalité à Pag, là, parce qu'il a comme échappé 2 mots, deux jeux de mots. Ah ouais. Mais moi, je me présente. Moi, je suis Sam. C'est moi le tech. Fait que c'est moi qui fait le découpage puis tout. Fait que c'est ça. Fait que tantôt, Mathias il a parlé de Mick Jagger. Fait que là, notre ami Pag aurait dû dire Mick Jagger. Puis sinon, Zane Parekh paraît qu'il est bon. Fait que ça, c'est les 2 jeux de mots. Tu réagis pas, toi. Il a le droit. Lui, il a le droit. Tu es content de voir Pag en punition, hein? Non, c'est que je suis fasciné qu'il y ait autant de disciples. Ben, on a un autre qui était caché en arrière. Ben, ça, je pense que c'est à force d'écouter Puis je Pag. suis surtout étonné que Pag les ait échappés, ces deux-là. Écoute, je parle de Jaromir Jagr, tu parles de Mick Jagger avec Mick Jagger. On va dire. J'avoue que Pag... Même là, moi, j'y aurais peut-être pensé. Pag! Pag, viens-t'en, là. Faut plus que tu en échappes, là. Écoute, il y a des cellules dormantes partout. Bon, remis de nos émotions. Alors, ton équipe? Oui, mon équipe de la semaine, on continue avec les équipes éliminées en quart de finale l'an dernier. Et c'est une équipe cette année qui est assez impressionnante, le Wild du Minnesota. On en a parlé la semaine dernière. Le Wild, premièrement, c'est un club qui a vidé pas mal ses réserves pour aller chercher Quinn Hughes. Donc, il reste très peu de jeunes joueurs en ce moment dans le pipeline. Je te dis pas qu'ils ont donné des futurs stars, mais il y en demeure pas moins que... Bayham, probablement. Oui, mais... Bouillum. Oui, Bouillum, Rossi, bof. Ogren un peu moins. Mais il en demeure pas moins que c'était des premiers choix des dernières années. Bon. En ce moment, ils ont re-signé Kaprizov à 17 millions à partir de l'an prochain. Ouais. Ça, finalement, c'est un peu l'argent qui, depuis quelques années, ils donnaient à Zach Parise et Ryan Suter parce qu'ils avaient racheté leur contrat. Ouais. Alors, l'argent est allé là. Matthew Boldy, qui est sous contrat jusqu'en 2030, a un raisonnable 7 millions. Eriksson, un raisonnable 5,2 millions jusqu'en 2029. Mais là, à l'attaque, Danila Yurov vient d'arriver. Il joue pas mal. Mais Zuccarello a quand même 38 ans.
Il est encore bon, mais il est agent libre à la fin de l'année. Tarasenko, je pense que lui, c'est pas mal le champ du signe. Écoute, Zuccarello, tu étais d'en parler comme des espoirs du passé. Là. Oui, c'est ça. Mais il est encore bon, mais tout de même. Marcus Foligno, Ryan Hartman, Nico Sturm. C'est ça. On parle de joueurs. Je pense que ce qui va manquer à Minnesota, ça va être de la profondeur à l'attaque. Ouais. Mais ils vont donner des choix. Puis regarde, Guérin, là, Bien, je pense que là, lui, il n'a pas le choix. Parce que, oui, il est dans une grosse division, mais il n'en demeure pas moins que Quinn Hughes, ils l'ont pour 1 an et demi. Ils vont le re-signer. Là, alors, s'il le re-signe, d'ailleurs, il y a une question d'un auditeur à ce sujet OK. dans le prochain segment. Du côté défense, Quinn Hughes, Brock Faber, Jonas Brodin. Son coup de génie, c'est d'être allé chercher Faber. Et un choix de premier tour pour Kevin Fiala. Puis le choix de premier tour, qui est devenu Ogren, a servi d'appât pour aller chercher... Dans les buts, ils sont bien nantis pour les 6-7 prochaines années avec Wallstead et Gustafsson. Ouais. Gustafsson qui est signé pour encore 6 ans et Wallstead qui est sous contrôle de l'équipe pendant encore plusieurs années. Donc, on peut dire qu'ils ont un gros... eux autres, ils ont quand même un bon Big Three à la défense. Écoute, Guérin, on n'en parle pas assez, je trouve. Il a fait une Christie job. Oui. Puis, en ce moment, ce qu'il doit faire, c'est de la profondeur à l'attaque. Est-ce que la séquence du Wall peut se poursuivre dans les années suivantes? Tout va dépendre s'il re-signe Quinn Hughes. Mais Quinn Hughes va coûter cher. Il est allé chercher le recruteur en chef de Vancouver. Oui, Judd Brackett. Judd Brackett, écoute, puis qui a été derrière les repêchages de Hughes, justement, de Peterson, quand même, au 5e rang, qui est un bon choix. Brock Besser. Demko aussi, j'imagine. Thatcher Demko. Ouais. Thatcher Demko. Puis tu vois, au Minnesota, il a quand même permis avec les Rossi, Ogren et Bouillum d'aller chercher Quinn Hughes. C'était le meilleur package que un recruteur en chef, là, tellement important. Très important. Fait qu'on y va avec les 3 questions, Simon. La première de Golem. Le Snake affirme que McKenna n'est pas un talent générationnel tout en reconnaissant qu'il demeure un très bon joueur. Ouais, un excellent joueur. En l'observant à l'œuvre, ce sont surtout ses mains qui ressortent. Ça m'amène à la question suivante. À âge égal, donc au moment de leur année de repêchage, le Snake choisirait-il McKenna ou Demidov? Quelles sont les principales différences entre ces deux joueurs, considérant qu'ils possèdent tous les deux d'excellentes feintes? Je devine la réponse. Oui, si tu m'avais demandé la question il y a peut-être 1 an et demi, je t'aurais dit McKenna. Ouais. Mais là, maintenant, non. Ça serait Demidov. Oui, les deux ont d'excellentes feintes, mais Demidov, il y a quand même d'autres attributs dans son jeu que McKenna peut-être soit n'a pas ou n'a pas encore développé. McKenna joue en périphérie, ce qui n'est pas le cas de Demidov. Ouais. Et McKenna aussi n'est pas toujours impliqué autant qu'on le voudrait, ce qui n'est pas le cas de Demidov. Alors, puis ça, c'est nonobstant ce qu'on voit de Demidov à date dans la LNH. Là, je retourne à l'année de repêchage de Demidov quand je fais cette analyse-là. Alors, pour moi, c'est Demidov. Luc-Émile Fortin. Salut Snake, tu dis toujours qu'on ne peut pas séparer un joueur de son contrat en imaginant que Quinn Hughes risque de signer un contrat de 15-16 millions. Ah oui? 15-16 millions? C'est pas impossible. Si tu as le choix pour bâtir une équipe, tu prends Hudson à 8,85 millions ou Hughes à 15 millions? Regarde, je ne tiendrai même pas compte de l'âge des joueurs, du fait que Quinn Hughes est plus vieux. Je vais m'en tenir à ce que Luc-Émile dit. On ne peut pas séparer un joueur de son contrat. Puis j'aime ça quand les gens me citent pour me mettre un petit peu devant les déclarations que j'ai faites dans le passé. Alors oui, je tiens à respecter ce que j'ai dit. Alors pour moi, sans hésiter, 8,85 ou 15 millions, Hudson Hughes, je prends les notes. Hughes à 12 millions ou bon, Hudson à 8,8? Là, tu commences. Tu baisses un petit peu. 3 millions. Là, tu commences. Ouais. Non, là, commence-moi pas avec ça. Ah non? Je réponds uniquement à cette question-là. Mais je dois te dire j'aime ton refus. Non, regarde. À cause du salaire, automatiquement, c'est Hudson Hughes 8,15. Ouais. Si tu me le mets à 12, Hughes, ouais. Je vais prendre Hudson, je vais te dire pourquoi. À cause de l'âge. Pas compliqué. À cause de l'âge. Mais si Quinn Hughes avait 21, puis Hudson a 21, 12 millions Hughes, 8,85 Hudson, là, je pense que je prendrais Quinn Hughes. Tu as remarqué là, que... Mais là, tu m'amènes toujours vers des terrains glissants qui vont faire en sorte que je vais me faire ramasser, alors que la première question... Non, tu ne te fais pas au contraire. Tu vas te faire encenser. Non, je vais me faire ramasser. Hudson est à 8,85, donc 9
pour une différence de 3 millions. Enfin, il voit la lumière, puis il prend une. Ça t'a pris du temps. Mais tu vois... Mais à âge égal, je prendrais Hughes. Bon. Il nous reste 1 an pour... C'est bon. En 1 an, tu as fait des progrès remarquables, mon beau garçon. Oui. Tu as fait des Tu me progrès mets toujours remarquables. dans le trouble. Non. Hey, je te dis que Bravo. j'aimerais pas ça, être le coach du Canadien puis me faire interviewer toi dans les séances questions. Envoie le clip à Alain. Oui. Patrick Poirier. Salut, messieurs. Depuis le mois de décembre, Zarovski, Edge et Kapanen, les 3 dans la même phrase, intéressant, jouent du très gros hockey. Où projetez-vous ces 3 joueurs dans la formation dans 2 ans? Pensez-vous que le CH en sacrifiera un? Si oui, lequel rapporterait le plus gros retour? Ben, Zarovski et Edge, je crois, vont être là. Dans le top 9, là, c'est parce que Zarovski n'y arrivera pas tout de suite. Alors, on peut dire dans le top 9. Regarde, si le CH en sacrifie un, je pense que ce serait Kapanen, bien que je ne crois pas que ce soit lui qui rapporterait le plus gros retour. Le plus gros retour en ce moment, en ce mois de janvier 2026, je crois que ce serait Michael Hayes. C'est évident. C'est évident. Mais moi, je pense que Kapanen, il monte, là, Pour l'échanger? Ben, je sais pas si c'est pour les... Mais, tu sais, en ce moment, la valeur... la valeur commence à est être intéressante. la valeur est beaucoup plus élevée. Ouais. La valeur est beaucoup plus élevée. Alors, si en sacrifiant un, moi, je dirais que ça serait Kapanen. Bon. Je fais une passe du revers à mon ami Pag, avant ses remerciements, pour qu'il pose la 4e question qui va déborder dans chaosport.tv. Absolument. Avec ceux qui sont abonnés. Ce sera une question de Quentin. Oliver Kapanen pourrait-il être le Pascal Dupuis de Demidov? Oh, intéressant. Très intéressant. Merci beaucoup, Mise au jeu plus, qui vous rappelle de jouer responsablement, ainsi que Sport Rousseau, Hockey Expert et l'Entrepôt du hockey, qui sont fiers de s'associer à l'émission Mathias et le Serpent. Avec 29 magasins, ils sont les spécialistes hockey au Québec, parce que quand c'est hockey, c'est ici. Merci. Puis à la semaine prochaine. Pour ceux qui restent, à tout de suite.